Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture. Ça va être un avis lecture à mon avis assez rapide, ou tout du moins je l'espère. J'ai quand même 7 livres à vous présenter, mais comme vous l'entendez sûrement, je suis encore bien malade. J'ai commencé un traitement, je suis sous antibio, mais voilà, j'ai pas non plus envie de parler pendant 35-40 minutes et ensuite de me retrouver complètement aphone. Donc on va pas trop traîner et surtout je vais essayer de faire des résumés assez rapides, surtout quand il s'agit de suite de saga. On va commencer tout de suite, pour ne pas l'oublier, avec un roman que je n'ai pas en ma possession dans la mesure où c'était un livre audio. J'ai écouté sur environ 3 semaines récemment Apples Never Fall de Liane Moriarty. Donc en français je crois que c'est Jeu, set et match. Comme la plupart des romans de l'autrice, c'est un thriller domestique ou en tout cas un roman noir domestique. On va suivre la famille Delaney. C'est une famille en apparence bien sous tout rapport avec 2 parents et 4 enfants qui sont aujourd'hui tous adultes. Ils ont tous quitté le nid. On suit les 2 parents à la retraite. Ce sont des anciens propriétaires d'un club de tennis. Ils étaient également coachs dans ce club et également joueurs professionnels au début de leur carrière. On comprend vite que dans cette famille, le tennis a une place à part entière. Ça serait un petit peu un espèce de 7e membre de la famille, si je peux m'exprimer comme ça. Et le roman commence, on apprend que la mère a disparu. Le père, lui, a des traces de griffures sur le visage. Il ne veut rien dire et la mère est introuvable. Et on va alterner entre un jeu passé et présent, entre l'enquête au moment où l'action se déroule et un an plus tôt où on va commencer un petit peu à déconstruire le mythe de la famille parfaite autour de la famille Delaney. On va notamment se rendre compte qu'un an avant la disparition de la mère, la famille avait fait la rencontre d'une jeune femme qui avait un peu tout bousculé pour eux. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. D'une manière générale, j'aime beaucoup ce que fait Liane Moriarty. Big Little Lies a été un énorme coup de cœur, une énorme claque. Je crois que je ne relirai jamais quelque chose comme ça, mais celui-ci, Apples Never Fall, a vraiment été une très belle lecture, ou une très belle écoute en tout cas. Ça a été un joli coup de cœur, je me suis beaucoup attachée aux personnages tous. C'est un peu la force pour moi de Liane Moriarty, c'est qu'elle arrive à rendre tous ces personnages, qu'ils soient gentils ou méchants entre guillemets, elle arrive à tous les rendre humains. C'était vraiment une très très chouette expérience d'écoute. Je vous le conseille vivement, c'était vraiment super chouette. Si vous pouvez en plus vous le procurer en audio, la version en anglais en tout cas, la narration était impeccable, j'ai adoré. Le seul tout petit reproche que je peux lui faire, c'est qu'il y a un personnage irlandais dans l'histoire et l'accent irlandais de la narratrice était catastrophique, elle aurait mieux fait de s'abstenir si vous me demandez. Mais bref, c'était rigolo quand même. Et une dernière petite chose avant de passer à ma prochaine lecture, je tenais à préciser que dans Apples Never Fall, il est fait mention du Covid. C'était une première pour moi. Je n'avais encore lu aucun roman qui incluait le Covid dans sa narration. Là, je pense que c'est parce que l'autrice a fini de le rédiger pendant le premier ou le deuxième confinement, et donc elle l'a inclus dans son histoire. Donc voilà, sachez-le si c'est quelque chose qui peut éventuellement vous déranger. Et aussi, je vous mettrai en barre d'infos une liste des trigger warnings si je les trouve, parce que c'est pas non plus un roman à mettre forcément entre toutes les mains. Voilà, on enchaîne sur ma deuxième lecture de cette avis lecture. Quand je vous dis que j'essaye de faire vite, j'essaye vraiment de me dépêcher. Là non plus, je ne l'ai pas en physique parce que je l'ai lu sur ma Kindle. J'ai lu Une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken. C'est l'un des 5 finalistes du PLIB 2022 et c'était le dernier qui me restait à lire. Ça va être un petit peu compliqué de vous parler de ce roman dans la mesure où dans cet avis c'est celui que j'ai lu il y a le plus longtemps. Je l'ai lu au tout début du mois de juin et ça a été une lecture un peu laborieuse pour moi, pas forcément mauvaise, c'est pas franchement la question, mais laborieuse. Donc je vais vous faire très rapidement un petit résumé et puis après je vous expliquerai mon ressenti et vis-à-vis notamment de pour moi la place qu'il a dans les finalistes du PLIB 2022. Dans ce roman qui fait je crois plus de 800 pages, on se trouve dans un monde qui, si il est qualifié d'univers de fantasy, est clairement inspiré du nôtre. Et on va suivre plus précisément une jeune fille qui s'appelle Neyla. On va la rencontrer, elle a je crois 11 ou 12 ans et on va la suivre tout au long de sa vie. Neyla, dans ce monde, a un statut un peu particulier. En fait, aux 11 ans ou 12 ans des jeunes filles, toutes les jeunes filles sont testées pour savoir si elles sont en capacité ou non d'enfanter, et celles qui sont stériles sont envoyées à la capitale pour suivre une formation spécifique et éventuellement, si elles en ont les capacités, intégrer le groupe des ailes de corbeau. C'est un petit peu une espèce de d'élite diplomatique qui a aussi un rôle d'espionne.
de conseiller du roi, un statut vraiment très particulier et donc Neyla, elle, ne peut pas avoir d'enfant et va donc intégrer ce groupe et devenir la protégée de la chef de cet ordre. Cet ordre a entre autres pour mission d'accompagner le roi entre guillemets politique du royaume. Elles sont un petit peu les reines diplomatiques du royaume et on a également un roi en tant que tel. Et donc on va suivre Neyla à travers toute sa vie et toute sa carrière. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus sur le résumé, je ne veux pas vous spoiler. Une petite précision avant de poursuivre, c'est que, donc je vous l'ai dit, c'est un roman de fantasy inspiré de notre monde, mais si vous attendez à de la fantasy au sens magie, etc., eh bien sachez que ce n'est pas du tout ça. On est sur une histoire qui tire ses inspirations notamment de la mythologie nordique dans ses fondements, mais par contre il n'y a absolument aucune magie, aucune créature fantastique ou surnaturelle dans cette histoire, parenthèse refermée. Au niveau de mon ressenti, c'est là que ça va devenir un petit peu compliqué. C'est pas que j'ai pas aimé cette lecture, loin de là. Je crois que je lui ai mis quelque chose comme 3 sur 5 sur Goodreads. Si j'avais pu, je lui aurais mis 3,5, mais j'ai pas non plus voulu lui mettre 4 pour donner l'impression que je lui avais mis un avis trop positif et peut-être, entre guillemets, encourager d'autres gens à se fonder sur cet avis. Donc je suis retombée à 3 étoiles. Le personnage de Neyla m'a pas forcément été entièrement sympathique, je me suis beaucoup plus attachée à Braun, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je suis pas sûre, bref, le garde du corps qui va lui être donné au moment de son accès à son statut de corbeau et qui va la suivre ensuite toute sa vie. Mais voilà, sinon Neyla en tant que personnage principal, elle, j'ai un peu eu du mal à m'attacher et surtout j'ai trouvé que c'était une histoire très très inégale en termes de rythme et en termes de qualité. La plume d'une manière générale était plutôt agréable, mais par contre, en tout cas dans la version numérique, il y avait beaucoup de coquilles et au-delà de coquilles du genre oubli d'une lettre ou petite faute d'orthographe, par exemple confondre et ER, il y avait quelques gros problèmes de syntaxe pour moi qui se jouaient en général sur une ou deux phrases et ça m'a un peu gênée parce qu'à chaque fois ça coupait un peu mon rythme de lecture et comme je vous le dis, ça s'est ressenti d'une manière générale dans la narration. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait de gros déséquilibres dans ce livre. Par ailleurs, ce livre, il vaut mieux être prévenu avant de se lancer dedans. Je vous remettrai la liste des trigger warnings si je la trouve en barre d'infos, mais en tout cas, sachez qu'elle est indiquée en début de roman, donc ça, c'était très bien. Et effectivement, ce livre traite de problématiques et de questions très importantes autour notamment de la place de la femme et des violences faites aux femmes. Mais même si j'ai trouvé que certaines questions étaient très bien abordées, j'ai trouvé que sur d'autres aspects, le livre tendait un petit peu vers le problématique et certains aspects, certains problèmes n'étaient même pas remis en question, alors que pour moi, ça aurait pu être intégré dans cette discussion autour de la place de la femme, mais ça n'engage que moi. Donc j'imagine que vous pouvez en conclure aisément que ce ne sera pas mon gagnant du PLIB 2022. Une lecture pas désagréable, mais loin d'être inoubliable, avec surtout une héroïne un peu antipathique à mes yeux et certaines questions traitées de manière franchement maladroite ou à la limite du problématique parfois, ou en tout cas un manque de remise en question de certaines choses. Si vous aimez la fantasy mais que vous voulez pas de créatures surnaturelles, etc., et que vous voulez une histoire qui se centre autour des femmes, eh bien tentez. Mais voilà, donc je vais m'en arrêter là pour ce roman parce que je sens déjà que j'ai la voix qui commence un petit peu à dérailler et j'aimerais bien pouvoir finir cet avis lecture tranquillement. Donc on en arrête là pour une couronne d'os et d'épines et on enchaîne sur le suivant. Après avoir lu une couronne d'os et d'épines, j'avais envie de changer de décor complètement et donc je me suis tournée vers un thriller. C'est en général ce que je fais quand j'en ai marre de la fantasy, je prends un thriller et j'ai donc lu Pandemia de Franck Tillier. On est ici sur le 6 ou 7e, bref, on est bien avancé dans la saga Franck Charcot, Lucie et Nebel, donc je ne vous dirai rien sur l'évolution éventuelle de leur relation. Sachez donc qu'on est sur une enquête commune ALAE2 et que l'on croise également un nouveau personnage, comment elle s'appelle déjà? Amandine, qui est une scientifique de l'Institut Pasteur. Comme le titre peut vous le laisser penser, il va être question ici de pandémie, une pandémie notamment, et là encore la couverture vous donne un gros indice, liée aux oiseaux. Vous n'avez pas franchement besoin d'en savoir plus pour le résumer, honnêtement je pense que ça suffit. Je voulais lire ce livre absolument dans la mesure où on suit Franck Charcot et Lucie Hennebel et vous connaissez mon amour pour ces personnages et je voulais surtout pouvoir continuer dans la saga vu que je suis presque à jour, mais vous vous doutez bien que vis-à-vis du titre, j'avais quand même quelques petites appréhensions concernant la lecture de ce livre. Il faut savoir que ce roman, ma maman me l'avait acheté en tout début 2020, elle avait rencontré Franck Tillier dans un salon, elle avait fait dédicacer et donc je crois que c'était peut-être fin janvier 2020, donc on
on commençait à avoir quelques échos du Covid, mais voilà, quelque chose d'assez lointain, ça n'arriverait jamais chez nous, etc. Et petite anecdote un petit peu rigolote, ce livre, ma mère l'a lu et l'a fini au tout début du premier confinement. Moi, franchement, si j'avais été elle, je l'aurais posé et je pense que j'aurais pas pu le lire, il aurait fallu que je le mette de côté et que je le retrouve bien plus tard. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'il m'aura fallu donc 2 ans et demi pour le lire. Le fait d'avoir connu nous-mêmes une pandémie, je pense que ça change un peu notre rapport à ce roman en particulier ou à ce genre de roman en général, dans la mesure où je me suis sentie à la fois très impliquée et pas du tout inquiétée par ce qui se passe, je sais pas comment vous le dire, mais par exemple tous les mots ou le vocabulaire technique du type R0, etc., tout ça dans la mesure où on les connaissait déjà, j'ai perdu un petit peu l'aspect nouveauté que je peux avoir souvent chez Franck Tillier quand il décrit des phénomènes auxquels je ne connais rien, mais en attendant la détresse ressentie par les personnages et surtout le sentiment d'impuissance, et bah je me retrouvais complètement là-dedans, donc c'était vraiment très très particulier et très ambivalent comme sensation, mais j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'enquête, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Amandine. Elle a une situation familiale qui est très compliquée et qui est rendue encore plus compliquée par cette pandémie. Je vous explique pas de quoi il retourne, mais voilà, sachez que c'était vraiment très particulier comme situation. Comme d'habitude, j'étais ravie de retrouver Franck Charcot en particulier, Lucie aussi, mais surtout Franck. Comme dans la plupart des Franck Charcot et Lucie Hennebel, on a pas mal voyagé dans ce roman et donc j'en étais ravie. Juste une petite chose, je vais éviter de vous spoiler, de vous donner trop de détails, mais récemment je regardais une vidéo d'une youtubeuse qui parle énormément de thriller et qui évoquait Labyrinthe, donc la dernière sortie en date de Franck Tillier, et elle y parlait d'un personnage en disant « Ah oui, ce personnage il fait partie de l'équipe de Franck Charcot et Lucie Hennebel, c'est cool de voir un tome qui lui était dédié ». Et en fait, cette youtubeuse n'a pas encore lu Labyrinthe, et je peux vous affirmer qu'il est impossible que Labyrinthe soit dédié à ce personnage en particulier. À mon avis, elle s'est mélangée dans les prénoms, elle a confondu, je ne vous en dis pas plus, mais donc de voir cette chose arriver à ce personnage, alors que moi, j'avais dans la tête qu'on la retrouverait dans Labyrinthe, ça m'a fait un petit choc et ça m'a fait beaucoup de peine. Je ne vous en dis pas plus. J'aime beaucoup cette saga, je vous la recommande à 1000%. Il y a du Franck Tillier dans ma pile à lire de cet été, j'ai choisi un one-shot, donc qui ne fait pas partie de la saga Franck Charcot et Lucie Hennebel, mais j'ai encore dans ma pile à lire 1 ou 2 tomes, je crois, de la saga, et je pense pas que je vais pouvoir y résister très longtemps. C'est un petit peu mes lectures doudou de l'été, ouais je sais, c'est bizarre à dire comme ça, de dire que mes lectures doudou l'été, c'est des thrillers assez violents et assez glauques en général, qui ont tendance à faire perdre un petit peu foi en l'humanité, mais c'est comme ça, c'est surtout retrouver les personnages et l'intelligence de l'auteur qui me fait cet effet-là. Donc si vous n'avez jamais tenté, eh bien écoutez, c'est peut-être l'occasion. On reste sur la thématique des lectures doudou. J'ai lu très récemment A Closed and Common Orbit de Becky Chambers. Donc c'est la suite de The Long Way to a Small Angry Planet. Donc en français le tome 1 c'est L'espace d'un an, ce tome 2 c'est Libération. Dans la mesure où c'est un tome 2, donc je ne vais pas vous en dire trop sur le résumé. Sachez simplement que dans ce tome on se concentre sur 2 personnages qui n'étaient pas franchement centraux dans le tome 1, ou en tout cas une des deux ne l'était pas. L'autre personnage, elle, était très importante, mais ici on la retrouve sous une forme un peu différente. Je veux pas vous spoiler et vous gâcher la fin du tome 1, mais voilà, sachez que c'est un personnage que l'on avait déjà croisé, mais c'est pas vraiment elle. Je vous en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé cette lecture, le tome 1 l'année dernière avait été un énorme coup de cœur, celui-là aussi est un très très joli coup de cœur. J'aime beaucoup la plume de l'autrice, et surtout, je vous le dis, ce sont réellement des romans doudou. Ça peut surprendre d'employer ce terme pour des romans de science-fiction, mais c'est le cas, ce sont des romans qui ont plein de messages positifs à l'intérieur concernant la tolérance, l'acceptation des autres, l'inclusivité, etc. C'est très 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 positif, ça redonne foi, contrairement au Franck Tillier, en l'humanité et de manière générale en la vie, j'ai envie de dire, vu que justement le message principal de ces romans, c'est que l'humanité c'est juste une toute petite partie de ce qui existe dans l'univers. Ce que j'aime énormément dans ces romans, c'est que Becky Chambers utilise ce recours justement à la science-fiction pour remettre en question des choses que certaines personnes dans notre humanité tiennent pour absolument acquises et absolues et immuables. Et elle vient montrer que les choses n'ont pas à fonctionner comme ça, qu'il existe des façons autres de faire. C'est notamment le cas dans ce roman des structures familiales, de la question du genre, etc. Il
y a vraiment un grand questionnement moral et éthique chez Becky Chambers que j'aime beaucoup parce que c'est fait de manière pas du tout pédante, de manière pas du tout lourde, c'est fait avec beaucoup de pédagogie et beaucoup d'intelligence, énormément de finesse. Bref, si vous avez jamais tenté ces romans et a fortiori si vous avez jamais lu de science-fiction parce que vous avez un peu peur du côté batailles extraterrestres ou je ne sais quoi, bref, les clichés qu'on peut avoir et que moi-même j'ai pu avoir pendant très longtemps, eh bien tentez ces sagas-là, on est vraiment dans quelque chose de très doux. C'est un petit peu comme la différence entre la high fantasy et la fantasy plus douce, plus tranquille, et ben c'est exactement ça. C'est de la science-fiction extrêmement douce et extrêmement positive. Voilà, si je vous ai pas donné envie de lire cette saga avec cet avis, et ben je sais pas ce que je peux vous en dire de plus. Testez vraiment Becky Chambers. Moi j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me procurer la suite et de retrouver cette plume et ces personnages si attachants. On passe à la grosse déception de cet avis de lecture. Encore que, quand je dis déception, c'est même pas vraiment ça. Vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. J'ai lu très récemment Northanger Abbey de Val McDermid. Donc le titre vous met sûrement sur la voie, mais au cas où, on est ici sur une réécriture de Jane Austen, donc une réécriture de Northanger Abbey, qui est un classique de la littérature gothique, à la nuance près que Jane Austen déjà à l'époque avait voulu faire une sorte de pastiche de la littérature gothique qui était en vogue au moment où elle-même écrivait par exemple Pride and Prejudice, etc. Et donc Northanger Abbey, dans la littérature classique, a déjà un statut particulier. Ici, Val McDermid, qui est une des plus grandes autrices de thrillers écossais, a voulu donc faire une réécriture moderne de Northanger Abbey. Et spoiler alert, et bah ça tombe complètement à côté, ou en tout cas pour moi ça a vraiment pas été une expérience agréable du tout, alors de A à Z. Dans cette version de Northanger Abbey, on suit Catherine, donc son surnom c'est Cat. Cat, elle vient d'une famille assez modeste qui vit en Angleterre, et des voisins qui eux sont plus fortunés vont proposer aux parents de Cat de l'emmener avec eux en vacances pendant qu'ils vont à Édimbourg pour le festival. Le Festival international d'Édimbourg est un festival renommé, c'est un petit peu comme le Festival d'Avignon, vous savez, c'est un festival d'art vivant, parce que le voisin, donc lui, est producteur de comédie musicale, je crois, quelque chose comme ça, donc lui, il y va pour le travail, tandis que son épouse l'accompagne pour pouvoir voir du monde, au sens le beau monde du terme, et donc cette voisine va prendre Kat pour lui tenir compagnie. Pendant la première partie du roman, on suit Kat qui découvre donc Édimbourg, qui découvre le monde des arts du spectacle, qui fréquente de nouvelles personnes, qui se fait de nouveaux amis un peu plus fortunés que sa famille, etc., etc., jusqu'au jour où elle va faire la connaissance d'un jeune homme qu'elle aime beaucoup tout de suite, sauf que le problème c'est que un autre jeune homme a un peu jeté son dévolu sur Kat et ne veut surtout pas que ce deuxième jeune homme lui fasse de l'ombre. On voit tout de suite une espèce d'opposition extrêmement tranchée entre ces deux jeunes hommes, montrer le gentil et le poli, et de l'autre côté la brute, quoi, en quelque sorte. Et on voit Kat un peu tiraillée entre ces deux mondes. Et là où Northanger Abbey, donc la maison en tant que telle, l'abbaye, là où elle rentre en jeu, c'est que la famille du deuxième jeune homme, donc le mignon et le gentil, vont l'inviter à venir passer quelques jours chez eux, sauf que Kat se dit « Ah oui, c'est une abbaye gothique, il y a forcément des vampires, des fantômes, etc. etc. » Je m'en arrête là pour le résumé, parce que honnêtement, il n'y a pas beaucoup plus à en dire. Je vous disais au début que cette réécriture est passée complètement à côté. Pour moi, c'est que pendant tout ce roman, et pardonnez-moi l'expression, j'avais envie de dire « Ok boomer ». Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Pourtant, cette expression « ok boomer », je l'aime pas particulièrement, en général, elle m'agace plus qu'autre chose, mais là, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que, et là, encore une fois, je ne veux vexer absolument personne, l'autrice montre son âge. Il y a des auteurs qui sont assez âgés et qui font un travail formidable en termes de représentation de la jeunesse, de comprendre les jeunes, de comprendre comment ils se sentent, comment ils s'expriment. Ils font un travail également formidable en termes d'inclusivité, et à l'inverse, il y a des jeunes qui sont des abrutis finis, on est tout à fait d'accord, mais là, Val McDermid montre clairement son âge, c'est-à-dire que, à mon avis, son éditeur lui a dit oui, je voudrais que tu fasses une réécriture de Northanger Abbey qui s'adresse un petit peu à la jeunesse, ou alors qui fasse rire peut-être les parents, c'était peut-être ça le but, et c'était une catastrophe.
la façon dont Kat et ses amis se parlent entre eux, c'était mais risible à souhait. Peut-être qu'elle a essayé de coller au style de Jane Austen, mais en attendant, c'était pas ça non plus, donc ça fonctionnait pas. Et la preuve, c'est que quand des adultes se parlaient entre eux, là d'un coup, c'était beaucoup plus crédible. Honnêtement, c'est presque comme si elle avait voulu que les jeunes, donc je crois que Kat a 17-18 ans, comme si elle avait voulu que les jeunes s'expriment encore mieux que leurs parents, et ça détonnait, mais vraiment. Et le pire du pire, c'est que dans tout le roman, l'autrice, on sent clairement qu'elle se moque des jeunes et de leur rapport aux réseaux sociaux et de leur rapport au téléphone. C'est-à-dire que le seul mot que Kat a à la bouche, parce que ce roman a été publié en 2014, c'est Facebook, tout le temps. Facebook, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si j'avais dû compter, je pense que Facebook a été mentionné peut-être 200 fois dans ce roman, et pourtant il fait à peine 300 pages. Bref, c'était vraiment du cliché de jeune qui a son téléphone greffé à la peau. Ce genre de remarques qu'on entend déjà au quotidien ou qu'on voit dans les médias. Bref, c'était lourd. Au début, je me suis dit, allez, c'est bon, tu vas passer au-dessus, c'est juste, voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est maladroit, c'est pas grave, c'est peut-être même rigolo. Mais non, en fait, c'est juste insultant. Et la cerise sur le gâteau, ou l'inverse plutôt, le dernier clou dans le cercueil, c'est que la résolution de ce roman, sans être nécessairement problématique, est extrêmement maladroite. Et honnêtement, c'est peut-être un peu tendre de dire que c'est pas problématique. Ça se trouve, ça l'est. Peut-être que ça reflète la position de l'autrice. Mais ça manquait d'élégance, ça manquait de finesse. C'était vraiment, vraiment, vraiment extrêmement maladroit en termes d'inclusion et de diversité. Bref, c'était une catastrophe sur toute la ligne. Et effectivement, quand j'ai regardé les notes sur Goodreads, je crois qu'il a 3 et quelques de moyenne, alors que d'habitude, les romans de Val McDermid sont extrêmement bien noté de ce que j'ai pu voir. Je n'avais jamais vu cette autrice, et bah écoutez, je pense que je n'y retournerai pas. Peut-être que c'est un cas isolé dans ses romans, mais j'ai eu tellement de mal que ça me donne pas du tout envie d'y retourner. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. Après tout, si elle est considérée comme une des plus grandes autrices écossaises de thriller, bah c'est qu'il y a une raison. Bah tant pis, ça sera sans moi et c'est pas très grave. Vous le savez peut-être, l'année dernière, je vous avais fait 2 vidéos dédiées aux livres qui se passent en Écosse et que je vous recommande. J'en avais fait une sur les thrillers et une sur les romans autres que les thrillers. Je m'étais dit que je ferais une mise à jour de ces vidéos cette année, et ben je vous annonce tout de suite que celui-là n'en fera pas partie. Il va faire un direct boîte à livres, celui-là je pense, je vais même pas essayer de le revendre, de toute façon je l'avais acheté d'occasion, donc en général les livres que j'achète d'occasion, je les revends pas, c'est pas franchement l'intérêt, je les donne plutôt, donc soit en boîte à livres, soit en charity shop, mais honnêtement je ne me vois pas garder ça dans ma bibliothèque plus longtemps, il fallait juste que je vous en parle en point lecture, et il va vite dégager de chez moi. Ensuite, j'ai enchaîné sur une lecture bien plus agréable, heureusement. J'ai lu The Evolution of Calpurnia Tate de Jacqueline Kelly. On est donc ici sur un roman jeunesse. On se trouve au Texas en 1899 et on va faire la connaissance de Calpurnia, qui est une petite fille. Elle vit dans une famille assez aisée. Ce sont des grands propriétaires terriens qui ont également une exploitation de noix de pécan, il me semble. Son grand-père était général lors de la guerre de sécession. C'est vraiment une famille respectable, bien sous tout rapport, etc., etc. Et Calpurnia va un peu se rapprocher de son grand-père qui jusque-là a été vu un peu comme la figure qui veille sur la famille mais qui fait un petit peu peur aux enfants. Vous voyez le grand-père un peu froid, un peu distant, qui sait pas vraiment jouer avec ses petits-enfants, qui connaît même pas leur prénom, etc. Donc elle va commencer à se rapprocher un petit peu de son grand-père et elle va découvrir qu'en fait son grand-père c'est un naturaliste, amateur certes, mais un naturaliste quand même. Et il va commencer à lui apprendre les rudiments de cette profession. Le problème c'est que vous vous en doutez bien, à cette époque, une jeune fille de bonne famille, on n'attend pas d'elle qu'elle devienne naturaliste, on attend d'elle qu'elle apprenne à tenir une maison et avoir de bonnes manières, qu'elle apprenne en somme à devenir une femme bonne à marier, c'est tout, point, c'est tout ce qu'on lui demande, on lui demande rien d'autre, et c'est effectivement ce genre de questionnement qu'on va retrouver dans ce roman. C'était très doux, très mignon, c'était touchant, il y avait pas mal de petits moments humoristiques, notamment avec les petits frères de Calpurnia. J'ai énormément aimé le personnage de son grand-père, voilà, c'était vraiment très mignon. Il y avait évidemment des réflexions donc sur la place de la femme, sur le rôle des femmes dans la société et ici dans la science forcément. Il y avait également des notes un peu plus sombres, notamment le grand-père plusieurs fois va évoquer la guerre, les horreurs de la guerre civile, etc., etc. Bref, c'était une très chouette lecture, c'est pas forcément un coup de cœur, il m'a manqué un
peut-être un tout petit peu de profondeur dans le personnage de Calpurnia. J'ai pas pu m'empêcher, et bah c'est un travers que j'ai, mais j'ai pas pu m'empêcher de comparer ça à par exemple Anne et la maison au pignon vert. Et Calpurnia, pour moi en tout cas, est moins attachante que Anne. C'est peut-être ça qui m'a manqué. Ce que je ne savais pas et que j'ai découvert en finissant ce roman, c'est qu'en fait c'est le premier tome d'une saga, je crois, assez longue. Je vais pas forcément me précipiter sur la suite, parce que comme je vous l'ai dit, c'était pas non plus la lecture du siècle, mais si j'ai l'occasion de pouvoir lire la suite, et notamment si j'ai l'occasion de me procurer l'adaptation en BD qui avait été faite en France il y a quelques années, et bah ça sera avec grand plaisir. C'est vraiment le genre de petite lecture qui fait du bien, qui a de jolis messages et qui est très très agréable en cette période. Et sinon, si vous vous demandez, je pense que ça irait aussi très bien à lire au début de l'automne. C'est un peu comme Anne et la maison au pignon vert, vous savez, ça se lit très bien au moment des changements de saison. C'est un peu bête dit comme ça, mais c'est en tout cas comme ça que je le ressens. Donc voilà, je vous le conseille, que ça soit pour vous ou pour vos enfants, c'est vraiment une lecture très agréable. Et on finit avec le graphique de cet avis lecture. J'ai lu Heartstopper, le tome 2 de Alice Oseman, bien évidemment. Je me l'étais procuré il y a quelques mois. Vous connaissez sûrement au moins de réputation cette saga, dans la mesure où il y a en plus une adaptation qui a été faite sur Netflix très récemment. On va suivre Nick et Charlie, qui sont deux jeunes hommes qui sont au lycée. Charlie est gay, il a fait son coming out, je crois, 1 ou 2 ans auparavant dans son lycée, et il va se rapprocher énormément de Nick. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler l'intégralité du tome 1, mais je pense que vous pouvez deviner aisément ce qu'il va se passer. C'était une très très bonne lecture, c'est très doux, c'est très mignon, il y a beaucoup d'humour, il y a énormément de bons sentiments. J'aime beaucoup les graphismes, même si c'est très simple et extrêmement épuré, je trouve que ça fonctionne vraiment à merveille. C'est le genre de lecture qui, vu qu'il y a très peu de texte, se lit, mais alors à une vitesse incroyable. Je crois qu'il fait 130 pages, quelque chose comme ça, je l'avais lu en 3/4 d'heure. Si vous cherchez des graphiques pour vous lancer dans la lecture en VO, et ben ça c'est vraiment idéal parce qu'il y a très peu de texte et ça se comprend vraiment sans problème. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 2, on avait déjà un petit peu les balbutiements de ça dans le tome 1, mais encore plus dans ce tome 2, c'est qu'on aborde des questions très importantes, voire même des choses graves qui se sont passées dans la vie de Charlie et qui peuvent permettre notamment à des plus jeunes lecteurs de se rendre compte de choses qui existent réellement dans la vie et de déclencher une discussion. C'est vraiment le genre d'ouvrage que je peux recommander pour pouvoir déclencher une discussion avec des plus jeunes. Ça reste quelque chose d'assez superficiel, c'est pas du tout traité en profondeur et j'espère réellement que dans les tomes 3 et 4, c'est ça, je crois qu'il y en a 4, Alice Oseman revient sur ces sujets et les traite davantage en détail, mais en tout cas c'est vraiment un bon point de départ pour la discussion et je trouve que c'était vraiment important de les aborder et de ne pas faire comme si ces problématiques n'existaient pas. Eh bien écoutez, c'en est tout pour moi et cet avis lecture. Ma voix est en train de s'éteindre tout doucement, mais ça va aller, je vais aller me faire une tisane avec du miel et ça devrait aller pour le reste de la journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire surtout si vous avez lu certains de ces livres et du coup ce que vous en avez pensé, ou alors si certains vous font envie. Pensez à mettre un petit pouce en l'air le cas échéant, ou alors à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez recommander cette chaîne ou cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire, c'est vraiment le meilleur moyen d'aider cette chaîne. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!